Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir et de vous partager notre passion sur la juste bienveillance. Hop, ça y est. L'agenda qu'on va voir ce soir et après je vais vous présenter les co-auteurs de ce livre. En quoi c'est important de parler de bienveillance et c'est quoi cette fameuse juste bienveillance qui n'est pas que de la gentillesse, on pourrait dire. Et on va voir les 4 dimensions qu'on propose sur la juste bienveillance qui est envers le travail, envers soi, envers les autres et envers plus grand que soi. Alors la juste bienveillance est née d'une volonté qu'on a de vraiment, à plusieurs, de créer une communauté de passeurs, de juste bienveillance. Alors Oriana, tu m'as présenté, mais avec mes 3 co-auteurs, Caroline Raymond, qui est experte en marketing et qui intervient beaucoup dans le monde des entreprises, Thierry Villiem, qui est l'ancien PDG de J Capital France, donc qui gérait beaucoup d'activités. Il partage aussi ses valeurs avec nous. Et enfin, Anne Varenne de la Brunelière, qui est experte en conduite du changement. On a été animés en fait pour écrire ce livre il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ce livre a plus de 1500 tirages avec énormément d'interventions, plusieurs dizaines d'interventions que nous avons en conférence. Mais en fait, ce livre, il nous dépasse. C'est un livre qui est offert. Donc c'est vraiment un but associatif non lucratif. Et on va vous expliquer, c'est que en fait, cette intervention, alors je vais passer d'abord sur cette page-là, au-delà d'un livre, en fait, on a des grands témoins qui sont des PDG, des influenceurs, par exemple la Fabrique Spinoza, des personnes qui sont inspirantes, qui portent cette notion de... On a une intention de bienveillance, mais avec une exigence qui est reliée. Et on voit combien ce livre, qui est en train d'être traduit en espagnol et en anglais, permet de fédérer une démarche qui regroupe du leadership, du management, et je vais vous le présenter, de la gestion de projet. Si je suis là ce soir pour représenter mon collectif de co-auteurs, c'est parce que moi, je suis né, en fait, dans les projets et dans les programmes, et je dis vraiment né, je les ai découverts avant l'an 2000, chez General Electric, qui a été ma première expérience, on va dire, de programme et de projet, où j'ai pris le pilotage de grands programmes médicaux. Et je ne dis pas que j'ai travaillé chez General Electric, je dis vraiment, et j'assume, que j'ai vécu chez General Electric, parce qu'à l'époque, dans les années 2000, dans la division dans laquelle j'étais, la perception que j'ai eue, c'est qu'il y avait vraiment un alignement, une envie, une dynamique de l'ensemble des collaborateurs avec lesquels je travaillais. 90 à 95% des gens travaillaient des horaires normaux, de 8 à 10 heures, donc ce n'était pas des 12 heures, des 15 heures. Et il y avait vraiment une dynamique qui faisait que par rapport à Philips et Siemens, qui étaient nos concurrents, on était jusqu'à 50% plus rapide sur le delivery des projets. J'y croyais pas, mais c'était la norme dans laquelle on était. Et quand j'ai quitté General Electric dans les années 2007-2008, j'ai eu un petit choc, une petite surprise, parce que j'ai découvert un monde international d'autres entreprises qui étaient vraiment différentes. Encore une fois, c'est ma perception, ce n'est pas la perception des différentes personnes. Et depuis 2010, j'ai accompagné énormément de projets, de programmes très différents les uns des autres, industriels, IT, RH. Et plus récemment, un des exemples que j'aime bien partager, parce que je travaille avec la direction du programme Ariane 6, donc il y a une tension et une pression très très forte sur ce grand programme de plusieurs milliards d'euros. Et c'est un des exemples très complexes, beaucoup de parties prenantes. Comment faire adhérer l'ensemble des parties prenantes pour converger, alors qu'il y a plein de pays, plein d'enjeux de veille, de concurrence qui sont mis en place pour arriver à sortir un beau lanceur qui soit compétitif. Vous connaissez le contexte international qui est très challenging dans le domaine spatial aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter enfin la juste bienveillance, qui, même si elle s'applique beaucoup aux entreprises, s'applique tout autant à la gestion et la direction de projets et de programmes que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Alors pour commencer, en quoi cette juste bienveillance est importante ? Et Oriana, tu as présenté Women by PMI, cette initiative d'inclusion, hommes-femmes, mais au-delà de ça, moi ce qui m'a marqué, et vous avez des témoignages dans les grands témoins, notamment de L'Oréal, d'IBM, qui est quand on a vécu à l'international, quand on a fait des échanges internationaux, l'inclusivité c'est presque une norme d'aller écouter comment les autres pays fonctionnent, comment les styles, on va dire, de management fonctionnent. Et c'est démontré maintenant que quand on arrive, et c'est pas simple, parce qu'il y a des vraies différences culturelles de fonctionnement. Moi, la première qui m'avait marqué, c'est quand je suis sorti de Centrale et que je suis allé étudier aux États-Unis en 95, au Caltech. J'arrivais avec mes bonnes études à la française, faire des maths, démontrer théoriquement. Et les Américains, ils étaient là, on était sur le même projet. Ils me disaient, François, qu'est-ce que tu proposes ? On va le démontrer théoriquement. Et après 2-3 jours de recherche sans y arriver, ils m'ont dit, écoute, on met les cartes électroniques, on teste. Et il se trouvait que ça marchait. Donc la théorie, la pratique, c'est bien de mélanger les deux. C'est un bel exemple d'inclusivité.
Et cette étude démontre qu'entre le premier et le quatrième quartile, lorsqu'on a une vraie inclusivité, à la fois de genre, mais aussi à la fois de culture, de langage, eh bien, il y a plus de performance financière. Et la juste bienveillance, ça va être d'aller chercher, dans les différentes approches, cette inclusivité, cette diversité, pour avoir évidemment plus de performance, plus de réussite. Donc c'est quoi cette juste bienveillance dont je vous parle? Il y a une notion de, vous pouvez l'appeler juste, justice ou justesse, qui se décompose souvent en termes de... Il y a 4 dimensions à cette justice, une justice distributive, c'est-à-dire est-ce que j'ai la même rémunération, les mêmes primes que mes collègues, et une justice informationnelle, est-ce que j'ai accès à toutes les informations qui sont nécessaires à mon niveau pour travailler. Ces 2 formes-là de justice, elles sont importantes, mais généralement, il est démontré dans les études qu'elles n'ont pas d'impact sur la santé. Par contre, la justice interactionnelle et la justice procédurale, c'est-à-dire, je ne considère pas que, dans ma perception, j'ai été considéré au même niveau que mes collègues, ça c'est la justice interactionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une forme de discrimination, ou justice procédurale, il y a des décisions qui me concernent, qui ont été prises en termes de périmètre, en termes de delivery, en termes de ressources, et je n'ai pas été dans la boucle, eh bien ces 2 formes de justice ont un véritable impact sur ma performance et peut-être même sur ma santé. Donc on a cette dimension de justice qui n'est pas la justice, on va dire, qui tranche et qui fait un jugement, c'est la perception qu'on va avoir par rapport à nos conditions de travail. Et notre définition de la juste bienveillance, c'est de dire, c'est pas le monde des bisounours, on sait très bien que le monde du travail est un monde qui doit fournir, qui doit délivrer, eh bien il va y avoir cette intention première de bienveillance avec ce souci et cette vigilance par rapport à l'exigence. C'est cet équilibre des deux qui n'est jamais réellement atteint, qui est toujours à rechercher, qui est derrière cette notion de juste bienveillance. Il y a aussi cette notion d'alignement. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, au niveau d'une équipe, au niveau d'une organisation, ce qu'on appelait à l'époque chez General Electric « walk the talk », c'est-à-dire avoir un discours mais l'assumer sur le terrain, quand on parle de juste bienveillance, quand c'est un dirigeant qui en parle, nous, ce qui nous intéresse dans notre collectif de passeurs, c'est d'aller voir sur le terrain des gens qui travaillent, qui font les activités au quotidien, à qui on demande de délivrer de la productivité ou d'avoir moins de ressources et de résoudre leurs problèmes et de délivrer leurs projets dans les temps. Est-ce que c'est vraiment vécu sur le terrain? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de bienveillance? Et on voit que ce n'est pas facile à mettre en place aujourd'hui avec la pression qui augmente et un monde de plus en plus incertain et complexe. Enfin, pour clore un peu cette définition de la juste bienveillance, quand on l'a traduit en anglais, ça nous a posé une vraie question de dire, est-ce que c'est, vous faites un Google Trad, pour ne pas parler de ChatGPT, benevolence, il y a trop de notions de gentillesse derrière benevolence, pareil avec kindness, c'est vraiment trop gentil. Il y a plus cette intention de vouloir aller de l'avant et en même temps d'embarquer les autres que l'on met derrière la définition de goodwill. Donc ce qui permet encore de définir cette juste bienveillance. Première dimension de cette juste bienveillance envers le travail. Non pas les conditions de travail. On a vu toutes ces démarches, risques psychosociaux, toutes ces démarches de bien-être au travail qui ont un véritable gain. Heureusement qu'elles ont été mises en place, qui ont permis d'avoir des espaces de travail, de gérer le stress qui a été rajouté notamment dans la période Covid, dans le télétravail. Donc oui, c'est sympa d'avoir du bonheur au travail, de l'environnement, c'est ce qu'on appelle les conditions de travail. Nous, ce qui nous intéresse, ça va bien plus loin que ça. Comment au quotidien, on peut travailler une forme de sens au travail. C'est pour ça qu'une des personnes qui a préfacé notre livre a travaillé dans la chaire de sens au travail du CNAM, que je vais vous présenter juste après dans les résultats des études, sur ces conditions du travail. Comment est-ce qu'on a la capacité d'amener du sens au quotidien dans les tâches qu'on réalise? Ces conditions du travail, on les retrouve dans cette métaphore qu'on aime beaucoup, qui est celle que vous connaissez peut-être, en fait du tailleur de pierre. Ce conte au Moyen-Âge où un roi qui traverse un chantier rencontre un premier tailleur de pierre qui travaille sa pierre et sa pierre est mal taillée, les autres pierres qu'il a travaillées déjà derrière lui sont taillées mais grossièrement et il a l'air de souffrir, de suer à grosses gouttes et le roi lui pose la question « mais qu'est-ce que vous faites mon brave ?» Le tailleur de pierre se relève péniblement de sa pierre en suant à grosses gouttes, en soufflant tellement c'est difficile pour lui, il dit « vous voyez, mon roi, je travaille ma pierre en fait et c'est assez difficile pour moi. » Puis le roi poursuit et il rencontre une dizaine de mètres plus loin un groupe de tailleurs de pierre, ils sont 5 et ils travaillent des pierres qui sont de meilleure qualité, ils les assemblent autour d'un mur, le roi leur pose la même question, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils répondent, vous voyez, on assemble des pierres pour pouvoir faire un mur. Puis le roi continue son chemin et il arrive bientôt au cœur du chantier. Au cœur du chantier où c'est comme une vraie fourmilière, il y a en fait énormément de différents acteurs, de différents métiers, des ébénistes, des maçons.
Et puis son regard est attiré presque magnétiquement par un tailleur de pierre qui taille des pierres mais extrêmement rapides, des pierres quasiment parfaites, des vrais chefs-d'œuvre. Et il ne peut pas s'empêcher de poser la question à ce tailleur de pierre, mais qu'est-ce que vous faites? Et le tailleur de pierre lui répond différemment des autres en disant, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire que ce tailleur de pierre au quotidien, dans son quoi, dans sa pierre, il arrive à mettre ce pourquoi. Alors c'est une métaphore, c'est un conte, on pourrait se dire, c'est facile de raconter ça des millénaires, on pourrait dire, après les cathédrales. Mais en fait, ce tailleur de pierre, il verra peut-être jamais sa cathédrale. Mais le fait de mettre sa cathédrale dans sa pierre, ça donne du pourquoi au quoi. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette dimension du condition au travail, c'est comment, dans des journées de plus en plus pressurisées, de tension, je reprends l'exemple que j'ai cité d'Ariane 6, puisque c'est très récent pour moi, de voir il faut délivrer de plus en plus vite, il y a vraiment des enjeux géopolitiques extrêmement forts. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver du sens, un peu de zénitude, pour pouvoir faire, comme ce tailleur de pierre, un travail vraiment de qualité et pas être sous un mode panique ou sous un mode de forte pression. Donc ces notions-là, c'est important de les pratiquer au quotidien. Et quand vous allez voir cette chaire, les résultats de l'étude, tout comme le livre est téléchargeable directement sur le site web Entreprise alignée, qui s'appelle ensuite Juste Bienveillance. Donc vous avez accès à notre livre, vous pouvez le télécharger. Notre but, c'est vraiment de le mettre à disposition du plus grand nombre. Eh bien, vous avez regardé, par exemple, deux questionnaires qui ont été faits dans le cadre de cette chaire, qui montrent l'écart de perception qu'il y a entre un manager direct ou un chef de projet, un directeur de projet et ses propres équipes. Vous voyez que sur certaines questions, il y a un écart qui va presque du simple au double. Moi, je considère que je manage bien mon équipe, mais mon équipe a une perception différente. Comment votre responsable manage-t-il le travail? Vous voyez des vraies différences sur les questions. Donc, cette première dimension de sens au travail, qui consiste pour nous à redonner le vrai sens au travail, même s'il y a des travaux ou des activités qui ont plus de pénibilité, où il y a moins de sens, on en convient, eh bien c'est important d'y revenir sur une séquence quotidienne et de se poser ces questions-là et de proposer, alors nous les modes qu'on propose, les outils très concrets, c'est de faire des rituels, d'animer des rituels d'équipe, mais pas de faire juste du delivery des tâches, de poser des questions sur la dynamique de l'équipe, le bien-être de chacun, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les équipes, comment est-ce qu'on pourrait renforcer la confiance, comment est-ce qu'on pourrait développer finalement une dynamique d'équipe qui donne plus de sens et qui permet plus de s'entraider par rapport au challenge qu'on a à mettre en place. Donc voici cette première dimension de la juste bienveillance qui est celle de, en fait, la définition du travail. Quand on regarde dans le latin, ça veut dire tripanium, eh ben, ça veut dire torture en fait. Et on voit, c'est très contextualisé aujourd'hui avec la retraite. Un des arguments de la retraite, de rajouter 2 ans, c'est on va encore souffrir 2 ans de plus, on va sortir avec 2 ans de retard, on est bon pour aller directement en EHPAD, comme on peut entendre dans certaines communications. Il y a vraiment cette notion de, et j'ai pas un avis, on n'a pas d'avis politique clairement là-dessus, on ne tranche pas dans un sens ou dans l'autre, mais c'est vrai qu'il y a une vraie culture et une vraie perception comme quoi le travail est difficile, c'est un endroit où il faut presque souffrir et c'est normal. Et on veut renverser ça. On veut avoir cette juste bienveillance envers le travail pour dire qu'il y a aussi une possibilité d'alimenter le sens au travail. Et comme Abraham Maslow l'avait écrit dans ses ouvrages, d'avoir un sentiment d'accomplissement aussi, c'est le dernier niveau de la pyramide de Maslow, par rapport aux activités qu'on réalise au travail. Tout comme ce tailleur de pierre qui bâtit sa cathédrale fait des tâches qui sont difficiles, mais arrive à y mettre du sens. Donc voici cette première dimension qu'on vous propose de faire. La deuxième dimension, qui est tout autant fondamentale, et on va le voir juste après, ce sera la juste bienveillance envers soi. Mais avant, vous voudrez vous montrer des exemples de juste bienveillance envers le travail, à quoi ça ressemble. Et on a construit cette matrice 4 dimensions, qui montre qu'on peut être très exigeant envers le travail, donc c'est en vertical, avec des difficultés sociales, et si on n'est pas exigeant, il y a un risque de disparition parce que on n'est pas profitable, et une entreprise qui n'est pas profitable, elle ferme ses portes. Et puis, dans l'axe horizontal, la bienveillance. Eh bien, si on est trop gentil, trop dans la seule bienveillance, il y a des risques de difficultés économiques. Et dans les témoignages qu'on vous présente, il y a un dirigeant, notamment de la RATP, qui témoigne, Philippe Martin, très clairement, j'ai commencé, j'ai appris mes armes de manager en étant trop gentil à un moment. J'ai donné trop à certaines personnes et tous les autres sont venus se plaindre. Oui, pourquoi vous faites cet effort-là avec eux, financier, et pas avec nous?
Donc, on apprend sur le terrain d'aller vers un équilibre entre cette exigence et cette bienveillance qui conduit à une performance durable. Et cet équilibre, il n'est jamais totalement écrit, il est à ajuster au fur et à mesure du projet, du programme ou au fur et à mesure du développement de l'entreprise. Donc on aime bien ce cadran parce qu'en fait on l'a vécu, à la fois avec Thierry Villiem, qui est co-auteur, parce que lui a présidé GE Capital France, mais moi-même parce que j'ai travaillé, je dis même que j'ai vécu chez General Electric pendant 10 ans, tellement j'ai apprécié cette période vers les années 2000, les grands moments de General Electric. Et vous voyez la matrice de General Electric en bas à droite, qui est, il y a vraiment la notion de est-ce que vous êtes performant, est-ce que vous êtes dans les valeurs. Alors aujourd'hui, le grand public connaît General Electric et Jack Welch, son PDG mythique à l'époque, comme quelqu'un qui réduisait de 10% chaque année les effectifs. En fait, la réalité, et Thierry Villiem le confirme comme moi, elle n'était pas exactement comme ça. Oui, quand on n'était pas aligné avec les valeurs, quand il y avait vraiment des actions qui nuisaient finalement au travail collectif, il y avait, comme dans toute entreprise, le fait de se séparer de certaines personnes. Mais dans l'ensemble des cas, il y avait une seconde chance qui était donnée aux personnes. Surtout sur la dimension performance. Quand la personne n'atteignait pas la performance, il y avait une vraie dynamique d'accompagnement. Donc il y avait cet équilibre au sein de General Electric qui était de, il y a la dimension des valeurs, est-ce que vous incarnez ces valeurs? Et les personnes qui ne sont pas dans les valeurs, c'est que ce n'est pas pour elles d'être dans cette entreprise. Et c'est important de voir de quelle manière elles pourraient se réaliser peut-être dans d'autres fonctions au sein de la même entreprise ou dans une autre entreprise. Et Thierry témoigne aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé chez IBM, que c'était exactement la même idée chez IBM avec la transformation que Lou Gerstner a mis en place, avec cette nouvelle culture, qui était une culture cette fois-ci de win, c'est-à-dire de performance et en même temps de team. Vraiment équilibrer ces deux dimensions et que l'une ne prenne pas le pas sur l'autre. On voit beaucoup d'entreprises où l'une des deux dimensions, souvent la performance et financière, prend le pas sur celle de la dynamique d'équipe. Et ce n'est pas forcément simple à mettre en place, on le reconnaît. Mais en tout cas, on a sur cette dimension de juste bienveillance envers le travail, cette importance pour nous de se focaliser sur cet équilibre entre performance ou exigence et bienveillance. Ensuite, il y a la juste bienveillance envers soi. Une fois qu'on a établi un cadre où on considère que l'entreprise n'est pas un lieu de souffrance, n'est pas un lieu non plus de bisounours, mais c'est un lieu où on va réaliser de la valeur ajoutée, on va travailler ensemble, on va se remettre un peu en question, mais on va fournir un travail qui mérite salaire, eh bien on va pouvoir se baser sur le second pilier qui est pour nous la juste bienveillance envers soi. Alors pourquoi est-ce important? Parce que quand on réalise qu'il y a un burn-out, qu'il y a une personne qui part parce qu'elle a trop de charge mentale, c'est déjà trop tard, c'est des signaux forts. Moi ça m'est arrivé une fois sur un accompagnement d'un gros programme très très important où on avait un séminaire pendant 2 jours, où j'animais tout le séminaire, et j'avais des doutes quant à une personne que je connaissais, que j'accompagnais dans son équipe projet, je la trouvais moins présente. J'ai pas été assez attentif à ce doute-là. Et 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était partie pour 3 mois de burn-out. Enfin, on ne le savait pas à l'époque, mais on l'a appris après. Et je me suis dit, plus jamais je peux permettre qu'il y ait une personne où j'ai un doute, où j'ai une question, que j'aille pas voir, en fait, est-ce qu'elle est vraiment présente ou est-ce qu'elle est en train de décrocher? Comment vous faites? C'est la question qu'on vous pose pour être juste bienveillance envers vous-même. Comment vous faites pour à la fois être exigeant, toujours demander un peu de vous-même, et dans la gestion de projet, on aime ça, se remettre en question, aller comprendre, aller délivrer, aller exécuter, aller embarquer les équipes, mais aussi d'abord le faire un peu avec nous-mêmes, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, équilibrer avec d'autres domaines comme la vie personnelle, retrouver ses proches, ou faire du sport, ou faire une activité comme l'art qui nous passionne. Parce que on le voit, de plus en plus d'études aussi le démontrent, et on en cite beaucoup dans notre livre, faire du sport, pour ceux qui aiment le sport, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, réduit énormément le stress. Vous avez beaucoup d'études, l'alimentation, le fait de pouvoir se détendre, le fait pour ceux qui aiment bien se promener dans la nature. Donc on connaît tous et on a tous des styles différents d'être bienveillants et juste bienveillants avec nous-mêmes, de pouvoir nous ressourcer. Et là on veut souligner que ça ne sert à rien de faire de la juste bienveillance envers le travail si on oublie la juste bienveillance envers soi. Je voulais revenir sur un exemple et une pratique concrète, parce qu'on donne beaucoup d'outils dans le livre. Celle de la cohérence cardiaque, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Après, il y a beaucoup de déclinaisons comme la sophrologie, comme la méditation, comme le yoga. La cohérence cardiaque a été démontrée scientifiquement et est recommandée par l'Association française des cardiologues. C'est une technique très simple que je vous propose d'expérimenter maintenant juste sur 1 minute. Et vous avez un lien que vous pourrez voir sur YouTube quand vous tapez cohérence cardiaque, avec une belle image d'un paysage calme, et vous avez une boule qui monte. Quand la boule monte, vous inspirez,
et quand la boule descend, vous expirez. Faisons juste l'exercice, juste pendant 1 minute. On inspire pendant 5 secondes, le nez ou la bouche, comme vous voulez. On expire pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. Tranquillement, on peut penser à quelque chose qui nous détend, un paysage. On expire pendant 5 secondes. On peut en même temps se dire, et je fais exprès de baisser ma voix, on inspire pendant 5 secondes pour se poser, se dire que je me pose et que je me détends. On expire pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. Et une dernière fois, on inspire pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai même pas fait exprès. Le fait de faire la cohérence cardiaque a ralenti mon rythme de parole. Je me sens personnellement plus recentré et plus posé. Et j'ai été appelé pas plus tard que ce matin par un des chefs de projet du programme Ariane qui m'a dit « Mais comment je fais? J'ai une charge mentale élevée, j'arrive pas à trop dormir la nuit. » Je lui dis « Commence par faire de la cohérence cardiaque, pratique-le 5 minutes par jour le matin. Pas dans la voiture en train de conduire, mais par exemple dans les transports, sous la douche. Ah oui, mais dans la journée, j'ai pas le temps, va aux toilettes, isole-toi. » Trouvez le moyen de réhabituer votre mode de fonctionnement à vous recentrer aussi sur vous-même. Dans un des premiers livres que j'avais écrit, que j'ai appelé L'essence du leadership, j'ai vraiment, et on l'a repris dans notre livre La juste bienveillance, cette cohérence cardiaque. Vous voyez les effets sur les battements du cœur quand vous la pratiquez. Il y a des applications qui permettent de le faire. Il y a aussi Pupille Bambou, Respire Relax. Vous avez un effet, maintenant c'est démontré, vous avez un effet avec la pratique qui ralentit votre rythme cardiaque, qui était un peu disparate et chaotique, avec quelque chose de plus cohérent. Ils ont même démontré que ça diminuait les risques cardiovasculaires avec l'âge. Donc il y a vraiment du bénéfice. Et l'investissement en temps, c'est quelques minutes, 3 à 5 minutes, 1 à 2 fois par jour. Donc je vous invite à tester ça si vous ne l'avez pas fait. Et il y a un superbe documentaire d'Arte qui est sorti en 2021 qui s'appelle « Dans la tête des champions », qui démontre c'est quoi la préparation mentale des champions olympiques, qui démontre que si vous faites de la méditation et que vous testez en plus de faire de la visualisation, donc d'avoir des images ou d'écouter de la musique en même temps, eh bien parfois c'est la combinaison de ces différentes techniques qui est encore plus efficace. Donc même si vous faites déjà de la méditation, testez peut-être de la détente en même temps, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer cet exemple de juste bienveillance envers vous-même pour souligner le fait que le stress est en forte augmentation. Les études, on a cité le cabinet Stimulus en 2017 qui disait que 24% des Français étaient en hyperstress. C'est-à-dire, dans notre assemblée ici présente, si on est 100, il y a 25 personnes statistiquement qui sont en hyperstress. C'est quoi l'hyperstress? C'est un niveau de stress suffisamment élevé qui va avoir un impact sur votre santé mentale, intellectuelle, émotionnelle et ou physique. Donc, en fait, et depuis 2012 jusqu'à après le Covid, en fait, on constate, les études montrent de plus en plus que ce niveau de stress augmente et qu'il y a de plus en plus de personnes en risque. Donc je voulais vraiment souligner cette dimension avec un exercice. Un autre exercice qu'on fait faire lorsqu'on est en atelier, systématiquement, au niveau de l'équipe Juste Bienveillance, c'est de se rappeler aussi des moments de succès qu'on a eu dans le passé et de les partager avec nos collègues. Cet exercice-là, que je fais faire aussi quand je démarre une formation avec Polytechnique ou Centrale, je le fais systématiquement avec toute équipe projet. Ça permet en 30-40 minutes aux personnes de vraiment s'écouter avec un peu plus d'authenticité et aussi de parler d'un bon moment. Ça change il faut toujours s'améliorer, c'est difficile. Donc il y a une forme de bienveillance. Parlez-moi, et ça monte en énergie de parler d'un succès qu'on a eu, même si c'est un petit succès, que les autres nous interrogent dessus, en quoi c'était important ce succès, et de quelle manière y arriver, parce que ça réactive les schémas neuronaux qu'on a mis en place pour y arriver, et aussi en quoi c'est important pour nous. Et tout ce que vous avez fait dans le passé vous donne plus de chances de le reproduire dans le futur. Donc ça, c'est une deuxième technique d'animation qu'on fait en petit atelier, que je vous invite à voir, et vous avez toutes les consignes de cet exercice. Voici pour la juste bienveillance envers soi. Donc c'est la deuxième dimension de la juste bienveillance. La troisième, c'est la juste bienveillance envers les autres. Pour ne pas passer pour quelqu'un qui est trop gentil, on le voit ici sur l'image avec les free hugs, c'est pas forcément ce dont je suis plus fan, il y en a qui sont fans, mais juste de dire bonjour, ou merci, ou comment ça va,
mais pas un bonjour mécanique, pas un merci parce qu'il faut que je le dise du bout des lèvres. Un vrai bonjour, un vrai merci, ça constitue un acte de bienveillance. Ça, c'était une enquête qui avait été menée et qui démontre que quand on dit un vrai bonjour, où on nous regarde, où il y a vraiment une forme d'attention qui est portée, je me sens reconnu, je me sens valorisé, et c'est une forme en fait de juste bienveillance envers les autres. Si on poursuit, cette étude-là, qui s'appelle la règle des indices, qui a été mise en place dans des équipes qui gèrent des EHPAD, des maisons de retraite, aux États-Unis, une règle très simple. On est à moins de 5 mètres de la personne, et on a un avis assez rapide, est-ce qu'on est à 5 mètres? On adresse la parole, bonjour, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Et si on est au-delà de 5 mètres ou à partir de 10 mètres, on fait un signe de reconnaissance pour, tiens, j'ai repéré que tu étais là. Eh bien, ils ont fait cette expérience, et ils ont constaté qu'au bout de quelques mois, la productivité avait augmenté, et aussi qu'il y avait un impact sur les bénéficiaires, et l'espérance de vie des pensionnaires était accrue. Donc souvent on se dit, bon, la bienveillance c'est gentil, ouais, ça part d'une bonne intention, mais finalement ça apporte rien. Mais vous avez dans le livre énormément d'études qu'on met à jour et qui vous apportent des preuves concrètes que quand vous le mettez en place, et nous on a été contactés par un directeur d'EHPAD qui dit ça m'intéresse, moi je veux mettre ça en place, ce type de règles, et ça l'aide à accompagner ses équipes. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut mettre en place même quand on n'est pas dans un EHPAD, sur nos projets, dans nos entreprises, parce qu'on en a aussi terriblement besoin. Une autre approche que vous connaissez, je pense pour certains d'entre vous, la CNV ou la communication non violente, qui est vraiment une approche de Marshall Rosenberg qui est hyper inspirante, c'est quand je vais rentrer en communication avec l'autre, je ne vais pas rentrer, nous on le modélise de cette manière-là, juste la tête avec la tête. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas? On va aller s'intéresser aux vrais besoins de l'autre, la manière dont il le ressent. Alors, si vous n'aimez pas le terme communication non violente, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent « ouais, mais je retiens que violente dans la communication non violente », l'idée de la communication non violente, c'est en fait d'aller chercher ce qui anime l'autre, ce qui est important pour lui. Et la technique, vous l'avez dans la page d'après, s'appelle l'OSBD. Plutôt que d'être dans le jugement, je vais observer à partir des faits. Plutôt que d'être dans l'évaluation, donner un avis, je vais être dans le sentiment, dans les ressentis. Plutôt que de dire « tu as fait ça », je vais dire je ressens que dans notre échange, ça peut se passer ou ça pourrait se passer de cette manière-là. Nous, on l'a encore ajusté avec une démarche conditionnelle. Et enfin, on va exprimer son besoin. Voici le besoin que j'exprime. J'aimerais que dans notre relation, pour la prochaine fois, et là je vais faire une demande, on puisse fonctionner en parlant plutôt que de balancer un mail avec les directives. Cette approche, elle est très belle. Elle n'est pas forcément simple à mettre en place, mais c'est une des techniques que vous pouvez commencer à diffuser d'abord au sein de votre équipe projet, et puis de la diffuser avec certaines parties prenantes clés. Nous, on aime bien s'appuyer aussi sur une plateforme qui a un profil, alors ce n'est pas un profil de personnalité, c'est un profil relationnel qui s'appelle Work Well Together. Donc on vous invite, vous tapez Work Well Together, on est partenaire au niveau de la juste bienveillance avec cette plateforme. On n'a aucun intérêt à travailler avec eux, sauf qu'on aime beaucoup ce qu'ils font, parce que c'est une approche vraiment très profonde qui permet de connaître son profil émotionnel ou relationnel, est-ce que je suis plus, et je vais vous le présenter juste après, et qui permet de le travailler en équipe. Regardez les 3 clés pour nous qui nous permettent d'utiliser cette plateforme. Le premier, c'est de savoir si lorsque je suis dans une relation, je suis plus en mode fight ou flight. Est-ce que je suis plus dans la protestation, à aller chercher de la réaction, ou je suis plus à me mettre à distance, à observer. Donc ça, c'est de connaître, en fonction d'une situation stressante ou au quotidien, est-ce que je suis plus à vouloir être en fight ou en flight. La deuxième, et qui nous a beaucoup plu, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent une chaîne de valeur causale, émotionnelle, qui va conduire non pas à seulement pseudo-réguler les situations où je ne me sens pas bien, trouver des tentatives de soulagement, je vais me défouler, ouais mais tu m'avais dit ça la dernière fois, et puis après on regrette ce qu'on a dit, mais bien d'être dans une vraie régulation et un épanouissement à la fois individuel et collectif, en allant chercher quelle est l'émotion qui est bloquante. Et enfin, on reprend le modèle de la communication non violente avec un modèle de communication en spirale vertueuse, en partant des faits, en partageant une intention et en projetant comment est-ce que ça pourrait être dans le futur. Alors évidemment, je vous le présente rapidement, évidemment il y a plein d'autres modèles et on ne vous donne pas celui-là plus qu'un autre, c'est juste que nous on a beaucoup apprécié la profondeur du modèle qui touche à la fois la bienveillance envers soi, parce que j'apprends à mieux me connaître et mieux réguler ce qui se passe en moi de manière
où je sens grandi, mais aussi qui permet de travailler ce qu'ils appellent un matching relationnel, professionnel. Est-ce que je m'entends bien avec telle personne, sur quelle dimension, comment est-ce que je pourrais améliorer ma relation avec cette personne-là. Enfin, la juste bienveillance envers plus grand que soi pourrait être une idée un peu lancée en l'air, mais on a tous entendu parler des démarches RSE, des impacts sociétaux qui nous concernent de plus en plus. Et en fait, on a voulu souligner ici, plus qu'un, comme je le présente ici, mais c'est une synthèse, qui a un vrai concern, une vraie orientation du grand public, des salariés, sur être plus au service, être plus économe, être plus protecteur par rapport à notre terre qui nous héberge et qui est bien en difficulté. En tout cas, ça dépend des perceptions, mais on peut se dire qu'on la sollicite beaucoup. Et on voit que toutes les études démontrent que, oui, il y a un véritable impact et on doit être prudent, on a envie d'être en tout cas plus attentif par rapport à ça. Et il y a cet exemple du MBA Horse qui dit maintenant, en tout cas qui a été proposé, on va prendre cette promesse comme quoi on va faire une finance plus responsable. Bon, après, il y a souvent un écart entre l'intention et la réalité, parce qu'il faut bien gagner sa croûte, il faut bien que l'entreprise s'en sorte. Mais on voit quand même transmettre de plus en plus que les entreprises ont des démarches RSE, qui sont en train de staffer des ressources par rapport à ça. Et typiquement, les projets dans lesquels on est, je ne sais pas quels sont les projets, et ce sera intéressant de partager, mais des projets de rajouter une vision, une raison d'être par rapport à ces projets, permettent de conduire plus loin. Et j'aimerais conclure cette intervention par... moi, je fais des projets, mais je fais des projets qui impactent toute l'organisation de l'entreprise. J'exprime. On sépare souvent le monde des projets du monde run, le monde built du monde run. Et moi, en fait, je trouve que, ayant beaucoup travaillé sur des démarches lean et agiles, c'est vraiment l'expertise que je mets le plus en œuvre depuis que j'ai quitté General Electric, où on en faisait beaucoup. J'interviens pas forcément dans un mode projet sur les équipes projets. Je travaille aussi beaucoup avec des équipes projets, mais je travaille aussi beaucoup avec des équipes managériales. Et j'ai remarqué que la structure d'un PMBOK, la structure de la gestion de projet avec l'OBS, le WBS, avec l'identification des parties prenantes, ça m'aidait en fait énormément à aussi accompagner des équipes run et managériales à mieux fonctionner. Donc je suis en train de donner une forme de juste bienveillance. Toute cette méthodologie, toute cette pratique que nous avons, que vous avez dans la gestion de projet, dans la gestion de programme, dans la construction de portefeuille de projets et de programmes, est une vraie aide, en tout cas c'est mon expérience forte, à accompagner les organisations à mieux se structurer en termes d'alignement de tâches, en termes de planification des tâches, même si ce n'est pas un mode Gantt, c'est un mode séquence, standard, répétition. Eh bien, moi j'ai beaucoup tiré en fait de toutes les expériences que j'ai faites avec la gestion de projet et de programme pour aller au-delà des projets et des programmes pour accompagner la transformation des entreprises. Voilà pour la présentation des 4 dimensions de la juste bienveillance. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, mais c'est le moment où je vous propose de partager par rapport à vos retours, vos éventuelles questions sur ces dimensions de la juste bienveillance. Enfin, c'est une très bonne question, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais la bienveillance, c'est être bisounours ». Et c'est pour ça qu'on le présente, la bienveillance qui concilie l'exigence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dirigeants qui disent « Ah non, 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 mais il faut atteindre la performance, quoi ». Et c'est pour ça qu'on a beaucoup hésité sur le terme, mais on l'assume vraiment avec cette notion. Il y a plein d'ouvrages. En 2018, le mot de l'année, c'était bienveillance. Et les gens sont saturés de la tyrannie de la bienveillance. Sous-entendu, il faut être gentil. Et nous, on a voulu rééquilibrer ça avec le terme la juste bienveillance. Et ce que tu soulignes est que certains dirigeants, lorsqu'ils voient juste le terme juste bienveillance, ils retiennent bienveillance, ils oublient juste. Et c'est pour ça qu'on leur dit la bienveillance qui concilie l'exigence derrière. Mais la première intention, c'est être bienveillant. Parce que quel est le mécanisme qui se produit quand vous avez été bienveillant avec quelqu'un et que vous n'avez pas eu en retour les résultats que vous attendiez alors que vous aviez émis la meilleure intention du monde? Et ça nous est tous arrivé une fois ou une autre. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? On ressent un sentiment de trahison. Ouais, j'ai été gentil avec toi, je t'ai fait confiance, je t'ai proposé d'être plus cool, et puis tu me remercies en ne faisant pas le taf, en partant. Donc c'est ça qu'il y a derrière, dans nos expériences, cette notion de seule bienveillance. Donc oui, le terme est connoté, il y a en effet des réactions, et notre réponse c'est de dire non, non, nous on n'est pas des bisounours, le monde des bisounours pour nous il n'existe pas. C'est de dire il y a vraiment cette exigence, mais vous l'atteindrez par un collectif avec cet équilibre avec la bienveillance. Et typiquement, dans les 2 profils qu'on rencontre, qui sont des directions de management, de programme ou direction générale, eh bien, ce profil-là, il est vraiment un peu dubitatif,
parce que lui, il veut des résultats. Et les autres profils qui viennent souvent nous voir, c'est des DRH. Alors eux, ils sont fans de bienveillance, mais on leur dit bien que la seule bienveillance, dans notre expérience, et en tout cas, ce n'est pas notre message, ne fonctionne pas. Moi, quand je vois bienfaisance, je pense à œuvre de bienfaisance et tout de suite charité. En tout cas, c'est les associations d'idées que je me fais. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas choisi, mais dans toutes nos réflexions qu'on fait depuis 2 ans sur ce projet, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de l'option de mettre bienfaisance, qui peut-être parle moins aux entreprises en fait, mais c'est une bonne question. Et j'aime bien l'intention que Jérôme, tu partages derrière, c'est de faire cette notion de veiller au bien, faire en sorte du bien. En effet, c'est une bonne idée. Et c'est plus puissant, oui, mais notre finalité n'est pas forcément de faire du bien. Comment dire? Notre finalité, moi j'en suis intimement convaincu, c'est de concilier la performance et la bienveillance. C'est-à-dire que oui, on va avoir cette intention de bien, mais en même temps, avec cet équilibre, et on pourrait très bien se dire, je vais faire un parallèle sur la notion de flow. En psychologie, on parle de flow, et Mihaly Csikszentmihalyi est un auteur hongrois qui a immigré aux États-Unis, qui a étudié la notion de flow. Donc le flow ou le flux psychologique, c'est un état dans lequel on est aligné, où on a le sentiment de surperformer. Ça vient notamment des sportifs et des artistes qui, vous avez quelqu'un qui fait de l'escalade et il dit à un moment, j'ai pas compris, mais mes bras agissaient sans que je le demande. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on fait du sport. Au bout d'un moment, on n'a plus le sentiment d'être en dehors de l'espace et du temps. Et lorsque Mihaly Csikszentmihalyi décrit l'état de flow, il dit, c'est un équilibre entre, il faut un moment où il y a un challenge, il faut qu'on se dépasse, et après il y a une forme de relâchement. Mais s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'état de flow, il n'y a pas d'état de ce qu'il appelle de surperformance. Nous, c'est ça qu'on veut atteindre, ce n'est pas la surperformance, mais c'est cet état de relâchement qui a cet équilibre entre la bienveillance, bon, je veux veiller, je veux être bien, mais en même temps, je ne vais pas rester dans ma zone de confort. Parce que la seule manière de grandir et de réussir des projets, c'est d'aller dans la zone, non pas de stress, mais dans la zone d'inconfort. Donc on est dans cette notion d'équilibre. Oui, et on voit, et je le constate tous les jours, j'interviens dans beaucoup d'entreprises différentes, et on voit que la pression augmente, que ça ne s'arrange pas. Moi, je crois beaucoup dans la notion de baromètre, mais un baromètre authentique, pas un baromètre fake. Donc vous pouvez mettre des smileys, vous pouvez mettre la charge. On travaille beaucoup, par exemple, dans les rituels d'équipe projet, qui peuvent être quotidiens quand vous prenez des équipes de développement IT Scrum. Et quand moi je vois ces équipes agiles, je vois souvent que les baromètres, ils sont fake, on met des smileys parce qu'il faut en mettre, mais on s'en fout. Le principal, c'est de basculer les tâches dans le Kanban et de les faire bouger. Mais de revenir à un baromètre où vraiment on arrive à s'écouter et de dire, moi je pose 2 questions, qui est quel est ton état d'humeur aujourd'hui, on met un smiley ou une météo, et puis derrière, quelle est ta charge de travail pour cette semaine ? De 1 à 5. Et quand les gens disent 1, ils ne le disent jamais, mais ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire. Et quand ils mettent 4, 5, c'est que ça commence à être chaud. Quand une personne met 4 ou 5 plusieurs fois d'affilée, en fait, c'est une forme d'appel à l'aide. Mais on voit bien que pour que la personne exprime qu'elle est à 4 ou 5 en charge, il faut qu'il y ait un minimum de confiance au sein de l'équipe. Donc il y a un travail de partage, d'intention. Ce baromètre sert à quoi? Cette météo d'équipe sert à quoi? Là encore, c'est pareil, comme ça a été écrit, c'est un beau concept. Moi, ça ne m'intéresse pas un concept. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Si vous aviez un outil que vous pratiquez déjà, comme la méditation pour la bienveillance envers vous-même, comme ça a été partagé dans le chat, ou la respiration, ou faire du sport, ou aller vous promener dans la nature, bref, trouvez votre manière. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous, si le livre vous intéresse, allez le télécharger, il est accessible, mais que vous ayez des pratiques que vous avez envie de partager au sein de vos projets, au sein de vos équipes, et que ça puisse se diffuser sous la forme de la juste bienveillance ou autre. On ne veut pas être ayatollah là-dessus, mais on veut passer à la pratique. Et vous allez voir qu'à la pratique, même 5 minutes par jour de cohérence cardiaque, ça change. Ça réduit ce niveau de stress. Moi, ce que je vois, c'est... Il y a deux choses, vraiment. Déjà, quand j'ai été appelé, par exemple, sur Ariane 6, c'est parce qu'il y a de la souffrance. Et moi, c'est lié à mon histoire, j'accepte pas qu'il y ait de la souffrance, que les gens souffrent au travail, d'une manière ou d'une autre, et il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail. Et souvent, c'est des directions opérationnelles, des directions de projet, des directions de programme, des DG qui disent « Ah mais je vois que mes équipes, ça casse, ça passe pas, je leur demande trop, et je sais pas comment faire. » Et la meilleure manière de leur parler, c'est partir du monde de ces DG. Et souvent, on ne fait pas cet effort-là, parce que si j'arrive devant un DG et que je lui dis « La bienveillance », j'existe même pas dans son monde.
Donc en fait, je pars de son monde, ok, comment ça se passe sur ton programme, et j'utilise toutes mes compétences en gestion de projet, gestion de programme, expertise, pour rentrer dans son monde et lui dire, donc si je comprends bien, ton programme, bon, tu as 2-3 milliards, ou tu as 10 millions, ou tu as 10 personnes qui travaillent avec toi, ou tu as une équipe de 100 personnes, si ce n'est pas un programme, mais c'est une direction opérationnelle. Et je lui dis, comment ça se passe en termes, ah, on a du retard. Ok, je connais des gens qui arrivent à s'en sortir en appliquant les méthodes et les outils, et j'en connais d'autres aussi, qui à la fois arrivent à s'en sortir avec les méthodes, les outils, le bottom page, donc tous les chiffres financiers, et en même temps, ils arrivent à faire leurs équipes, à embarquer une dynamique qui n'a rien à voir, et ils peuvent s'appuyer sur eux. En fait, je pars de leur monde, donc je me mets dans leur bottes, et je leur donne une envie d'aller commencer à regarder ailleurs, et j'ai vu que la plupart de ces DG qui sont très comme ça, hein, eh ben, ça ouvre une case auquel ils ne pensaient pas, et qu'ils n'auraient pas écouté si j'avais sorti juste la juste bienveillance. En d'autres termes, pour ces profils-là, sortir le livre La juste bienveillance, ça ne leur parlera pas. Par contre, sortir l'expérience en ligne, l'exercice en projet, en programme, tout de suite ils sont ouverts, ils se disent mais comment tu fais, comment ça se passe? Bah attends, je vais un peu t'accompagner, je vais voir tes équipes. Et ça ouvre une case à partir de leur monde. Donc la première clé, elle est vraiment là. Après, il y a un deuxième type de profil, qui sont des DG éclairés, hein, que dans l'équipe de coaching de Vincent Lénard, vous connaissez, puisqu'il a fait des beaux livres avec certains de ces directeurs, hein, qui sont vraiment inspirants, comme Oser la confiance, qui eux vont être transportés par ça, mais ils sont beaucoup plus rares. Clairement, ils sont beaucoup plus rares. Ils sont généralement dans des réseaux de dirigeants qui se posent des questions, comme EVH, comme donc tous ces réseaux-là. Ils se nourrissent entre eux, mais je trouve que c'est une proportion très faible de dirigeants et que l'ensemble des... Il y a aussi les RH qui sont beaucoup là-dedans, mais ils ont moins voix au chapitre dans la plupart des directions de programmes, de projets. Et moi, j'aime beaucoup le coaching, mais je trouve que le coaching a du mal à rentrer parce que le vecteur d'entrée n'est pas assez écouté par ceux qui gèrent la finance et qui gèrent les résultats. Donc, je passe par performance, résultat, mais je leur dis en embarquant les équipes. Exactement. Ils ne sont pas intéressés au début par la bienveillance parce qu'ils ont besoin de délivrer, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et avec l'exemple d'expérience que je vous ai partagé, hein, les témoignages, ça ouvre une cage chez eux, mais tiens, ah oui, et puis je vois d'autres personnes témoigner, regardez les 20. Moi, il y a une personne qui m'a particulièrement, les autres aussi étaient très bien, mais c'est la présidente d'IBM France. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais quand j'étais en 2000 chez General Electric. Franchement, j'en parle avec des larmes aux yeux quand je parle de G en 2000, de ce que j'ai vécu dans ma division. Je retrouve des personnes il y a 20 ans. J'ai recontacté la personne qui m'a formé quand je suis arrivé en 99. Et on est hyper alignés en une seconde, en fait. Et c'est quelqu'un qui est exécutif, qui a travaillé. Donc, de pouvoir créer ça au sein des équipes, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est des gens qui délivrent à haut niveau aussi. Alors que le coaching leur parle moins, malheureusement. Certains d'entre eux vont se former, mais trop peu. Le coaching a besoin, mérite de passer pas que par les RH en fait. Et c'est l'expérience que je vois. Et l'aspect RH est trop saturé en fait. Il y a un goulot d'étranglement, techniquement on pourrait dire à ce niveau-là, dans les propositions de coaching. Il y a assez peu de DG ou de direction opérationnelle qui en ont terriblement besoin, mais qui ne sont pas ouvertes à ça aujourd'hui. Encore une fois, c'est que mon expérience. Ce serait intéressant, on parle de facteurs de motivation extrinsèques et intrinsèques. Il y a un très beau livre qui date, mais qui fait toujours référence de Daniel Pink, qui s'appelle Drive en anglais, qui permet d'identifier la complémentarité de ces deux facteurs de motivation. Et moi, la première recommandation qu'on fait, c'est, tiens, qu'est-ce qui fait qu'elle est démotivée? Ça peut être quelque chose de personnel ou quelque chose de professionnel, ça peut être un désalignement des valeurs, ça peut être trop de pression. Donc, une forme de juste bienveillance envers l'autre, ce serait de questionner la personne dans un espace sécurisé, hein, une forme de coaching ou pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'être coach pour juste vous intéresser à la personne. Peut-être le faire accompagner si besoin et d'aller lui poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de motivation aujourd'hui par rapport à avant? Qu'est-ce qui est important? Et c'est ce qu'on met nous beaucoup en place dans les rituels. Je vais revenir un peu sur les rituels parce que je suis profondément convaincu en me basant, moi j'aime beaucoup le sport mais je ne suis pas un grand sportif, hein. J'en fais à mon échelle en tant qu'amateur, ça me rééquilibre quand j'ai trop de stress et trop de pression et la plupart des sportifs ont des rituels en fait. Et vous regardez les équipes sportives, elles ont des rituels aussi collectifs. Nous on a des rituels d'équipe quotidiens, plus souvent hebdomadaires. Comment ces rituels permettent d'être à l'écoute de ce baisse de motivation et que la personne se sente embarquée dedans? Ces rituels collectifs, la question que j'aime bien poser en termes de bienveillance envers soi, et par exemple cette personne qui est démotivée, quels sont ses propres rituels avec elle-même? Qu'est-ce qu'elle se dit le matin? Alors ça peut être intime et elle peut ne pas vouloir envie de le partager, ce qui est tout à fait normal.
Donc soit le manager peut faire un accompagnement, soit les RH, soit peut-être que la personne peut d'elle-même aller voir une personne à l'extérieur, un accompagnement. Et moi, je vous invite en tant qu'être humain, à côté d'un collègue, d'aller échanger avec cette personne et tiens, qu'est-ce qui fait qu'elle est moins motivée? Mais ce que je constate, c'est que la confiance dans les équipes est assez rare. Surtout avec la pression qui augmente, on a tendance à se dissocier les uns des autres et à se mettre une protection et moins se dire les choses parce qu'on a peur que ça nous retombe dessus. Et plus la pression augmente, plus on a besoin de renforcer la confiance. Et ce n'est pas forcément simple de faire le premier pas, ce que j'appelle le pari de la confiance. Et je vous invite, par rapport à cette personne démotivée, d'aller la voir, si c'est le cas pour la personne qui partage, et d'aller lui dire, tiens, humainement, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider? On sait qu'on a beaucoup de pression, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'aller voir comment la personne pourrait se faire accompagner par rapport à ça. C'est clairement une forme de bienveillance. C'est vraiment une forme de... La juste bienveillance, c'est je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de l'autre, mais avec cette notion de justesse, si l'autre se laisse trop aller, je vais considérer que ce n'est pas juste qu'il ait la même prime ou qu'il ait la même reconnaissance alors qu'il a fait 2 fois moins de travail que moi. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette notion de justesse et de justice. Je pense que dans les grandes entreprises, je vois, je travaille par le biais de Polytechnique dans des grandes entreprises comme Danone, comme BNP Paribas. Je travaille beaucoup aussi avec la RATP, SNCF, donc j'ai pu, au cours des dernières années, voir vraiment de grands groupes. Je pense que ça dépend déjà du manager. Vous avez des groupes dans lesquels les managers arrivent à protéger une sorte de cercle de sécurité. Il y a une très belle vidéo de Simon Sinek en TED qui s'appelle Leaders It Last, qui parle de ce cercle de sécurité. Où si vous arrivez en tant que manager à créer une bulle, il peut y avoir cette forme de bienveillance avec de l'exigence, toujours pareil. Mais quand la pression augmente, ça peut sauter. Et je constate que dans la plupart des grands groupes, comme il y a beaucoup de silos, généralement, c'est pas très bien structuré, comme on demande de réduire les budgets, d'aller plus vite, les gens se renvoient la balle. Je prends l'exemple d'Ariane 6, sans dévoiler de secrets confidentiels, mais c'est hyper complexe. Parce que vous avez tous les pays européens qui sont concernés, vous avez énormément de sous-traitants et d'enjeux. Donc quand vous êtes partenaire d'Ariane Group et que vous êtes dans telle entreprise qui fait quel type de composants et que Ariane vous demande de délivrer plus rapidement mais que vous risquez de perdre votre propriété intellectuelle parce qu'elle risque d'être diffusée ailleurs, vous avez toutes ces résistances entre partenaires qui arrivent et qu'on retrouve à l'intérieur d'un grand groupe. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai vu des PME ou des TPE où il y avait une bonne ambiance. Souvent, dans des PME et des TPE, les managers et les dirigeants ne sont pas forcément sensibilisés au leadership et à la bienveillance, et ils ont leur style de management, et c'est assez, pas autoritaire, mais c'est assez mon style, quoi. C'est comme ça, t'es pas content, tu pars. Donc, j'ai pas de réponse toute faite à faire par rapport à ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les outils que vous pourriez mettre en place dans une TPE, une PME, avec l'écoute du dirigeant ou de décideur ou d'un manager, ou que si vous-même vous êtes dirigeant ou chef de projet, vous pourriez mettre en place, par rapport à ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans un grand groupe? Le facteur humain, ce qui est intéressant, et la juste bienveillance reprend beaucoup cette dimension de facteur humain. Je reprends Transformance avec Vincent Lénard qui m'a été suggéré. Vincent m'a formé en 2003, quand j'ai fait cette formation de coaching qui m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup des outils. Et on parlait à l'époque de contenu, processus, sens. Il y a une très belle vidéo de Simon Sinek, encore ce même conférencier américain que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et aligné dans les messages qu'il transmet. Après, ça vous parle pas. Mais moi, je l'utilise beaucoup et dans cette vidéo qu'il appelle « Commencer par le pourquoi », le pourquoi, c'est le sens. Le comment, c'est le processus. Comment on va le faire, comment on va être différenciant. Et le quoi, c'est quelles sont les tâches qu'on fait. C'est la pierre de la cathédrale, alors que le pourquoi, c'est la cathédrale. Et j'aime beaucoup utiliser cette vidéo parce que beaucoup de managers me disent « Oui, je connais la vidéo de Simon Sinek, le pourquoi, comment, quoi, le contenu, processus, sens, c'est super. » Et je rebondis derrière, je dis « Je suis très content que vous connaissiez la vidéo, mais comment vous l'appliquez au quotidien, dans vos réunions d'équipe? Comment vous démarrez une réunion avec le pourquoi? Comment, lorsqu'il y a un problème, vous revenez au pourquoi? » Et là, il y a une vraie différence, et c'est une forme de bienveillance envers soi, de se dire « Il y a un courage à afficher son pourquoi. » Il y a un courage qui est une prise de risque, une forme de vulnérabilité qui est d'afficher, surtout quand on a les mêmes collègues qui vont dire « Ah ouais, mais il a parlé d'un pourquoi, comme quoi il fallait être inspirant, comme quoi il fallait construire un beau programme. » Mais vous les voyez 220 jours par an, ces collègues, et tous les jours, ils vont attendre que vous sortiez le pourquoi. Et c'est une prise de risque personnelle, clairement, que je vous invite à nourrir avec un rituel.
Je l'ai partagé à Ariane 6 et ça m'avait amusé en 2019. Moi, j'ai utilisé un rituel qui m'a beaucoup aidé à accompagner l'équipe programme dans les hauts et les bas qu'on a eu pendant 4 ans, qui était de regarder une vidéo de SpaceX, qui était une vidéo qui avait été faite, que je trouvais très belle, qui me faisait rêver, qui montrait la fusée qui allait sur Mars. Et j'ai dit à la fin, écoutez, je dois vous confier, confesser, on pourrait presque dire que ce qui m'a donné de l'énergie à vous accompagner pendant ces 4 ans, c'était d'aller voir cette vidéo qui me faisait rêver, d'aller sur Mars, parce que ça me donnait de l'énergie pour vous aider à mieux travailler ensemble et un peu plus dynamiser la conquête spatiale pour que Elon Musk il aille encore plus vite sur Mars et que l'humanité aille encore plus vite sur Mars. Je me suis raconté une histoire, mais qui me donnait du sens et qui me donnait de l'énergie dans l'accompagnement de ces équipes. Et c'était une technique de rituel qui était de regarder une petite vidéo tous les matins en allant sur le site d'Ariane. Voilà un exemple que je vous partage en tout cas humilité, hein, qui moi m'a aidé. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous pourriez faire en termes de rituel individuel et collectif? C'est une excellente question sur mesurer la performance. Je mets en place une démarche de bienveillance et quels sont les résultats? Il y a 2 réponses. La première, c'est de faire le pari. Et il y a des dirigeants qui le font. Là, un des derniers témoignages qu'on a, qui est de Grant Thornton, donc qui est un cabinet financier. Le dirigeant a dit, je lance la bienveillance, même s'il n'y a pas les résultats immédiats, j'y crois profondément. Et il y a de plus en plus d'études. Deuxième réponse, concrètement, est-ce que je vois financièrement des résultats? Je connais bien le président de Great Place to Work France, qui eux ont beaucoup de data par rapport à leur questionnaire, et ils voient que dans des entreprises où ils ont des vraies corrélations statistiques, quand il y a une meilleure ambiance, un meilleur bien-être au travail, il y a une meilleure performance. Ils l'ont entre entreprises et à l'intérieur d'une entreprise, entre différentes entités. À l'intérieur de l'entreprise, vous prenez une agence dans un site et dans un autre, quand il y a un meilleur résultat à Great Place to Work, il corrèle avec une meilleure performance. Donc de plus en plus, ce que l'on sait intuitivement se mesure. Et ce que je vous invite à mettre en place, c'est une forme de baromètre, mais de le tester à votre échelle, et aussi de mesurer, parce que finalement, moi qui suis un expert de la performance en ligne, en résultats, en exécution, en stratégie, je me suis toujours dit, oui, mais François, tu es assis sur 2 chaises en fait. D'un côté, tu veux le bien des gens, mais en même temps, tu veux les résultats. Et en fait, j'ai compris par le sport que quand on avait un objectif à atteindre et qu'on se serrait les coudes et en se disant, je dis bien se serrer les coudes, parce que souvent l'objectif il descend, il est imposé et on n'a plus envie de se serrer les coudes. Mais quand on se dit qu'à plusieurs, cet objectif atteignable, on va l'atteindre, c'est comme quand vous regardez un match de foot, même si on n'a pas gagné le mondial, on a envie que notre équipe elle gagne. Et ça aussi, ça galvanise par la performance si l'humain est fédéré. Donc oui, maintenant il y a des études, concrètement. C'est ce que Great Place to Work partage et nous, à l'IFCO, l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, on mesure et on partage avec toutes ces démarches Lean et agiles. Et je vous invite à faire la mesure vous-même, en tout cas à la proposer à votre échelle.